La lettre est arrivée un mardi. C'était, comme le majordome, Monsieur Aldis Fenn s'en souviendrait plus tard, un jour parfaitement ordinaire. Un jour ordinaire pour une sentence extraordinaire. Elle reposait sur le plateau d'argent, dans le hall d'entrée de Vanley House, comme une pierre jetée dans une eau calme. Petite, de couleur crème, scellée par un cachet de cire. Le seau commençait déjà à se fissurer sur les bords, à cause du froid du voyage. Dehors, le ciel de novembre pesait sur les landes du Darbachier. C'était comme un bleu qui ne voulait pas s'effacer. Le vent passait à travers les ormes avec ce gémissement particulier. Un son que les vieilles maisons ont toujours su faire résonner dans leurs murs. Un son grave, soutenu et intime. Comme le chagrin qui traverse les gens qui ont appris à ne pas le montrer. La grande demeure elle-même, avec ses 47 pièces, n'avait pas été correctement chauffée depuis 3 ans. Peut-être même plus longtemps. Les cheminées de l'aile étiraient mal. Les feux qu'on y allumait produisaient plus de fumée que de chaleur. Et les sols en pierre du couloir des domestiques gardaient le froid d'octobre à avril. C'était comme une pénitence qu'ils avaient acceptée. Une pénitence annuelle et inévitable. Le toit au-dessus de la galerie des portraits fouillait depuis le printemps de l'année précédente. Le plâtre du plafond du salon bleu s'était détaché en une seule plaque spectaculaire. C'était un matin d'octobre. Un valet de pied avait dû plonger sous le bureau pour se protéger. Personne ne l'avait réparé. Personne, semblait-il, n'en avait donné l'ordre. La maison était un monument aux choses qui n'avaient pas été faites. Et le froid qui parcourait ses couloirs en novembre était le froid particulier de la négligence. Pas le froid honnête d'un lieu qui n'a jamais connu la chaleur. Mais le froid plus glacial, plus triste, d'un lieu qui fut autrefois chaleureux et qui a oublié comment l'être. Du temps du 3e duc, Vanley avait été l'une des plus belles demeures du comté. Le 4e duc avait tout dépensé. Le 5e avait hérité des conséquences. Dans le hall d'entrée, M. Aldis Fenn tenait le plateau. Il le tenait avec cette immobilité prudente qu'il avait pratiquée pendant 31 ans de service. Il regardait l'homme en face de lui lire la lettre une 2e fois. Le duc de Vanley, Edmund Cassius Hartwell, le 5e du nom, se tenait près de la fenêtre. Il avait le papier entre les mains. Autour de lui régnait un silence particulier. Ce n'était pas la paix, mais son contraire. Il avait 44 ans. Sous certaines lumières, il ressemblait à un homme qui avait conclu un pacte secret avec la fatigue. Et il en honorait les termes. Son visage était anguleux et maîtrisé. Sa posture était celle d'un homme à qui l'on avait dit, enfant, de se tenir droit. Et il ne l'avait jamais tout à fait oublié. Il lut la lettre une 3e fois. Puis, il la plia en 2, précisément le long de son pli d'origine. Comme si ce geste ne demandait pas plus d'émotion qu'un charpentier ajustant un assemblage. Il la posa sur le rebord de la fenêtre, avec la détermination d'un homme qui ferme un tiroir qu'il ne souhaite plus jamais rouvrir. « Elle vient alors, dit-il. »« Il semblerait, votre grâce, répondit Fenn. La lettre de l'avocat confirme son arrivée pour le 25 de ce mois. Une certaine mademoiselle Cecily Ashworth, nommée selon les termes du codicille de votre défunt oncle. Elle doit servir d'administratrice domestique de Vanley, selon les mots de votre oncle, pour une période d'au moins 1 année civile. Après quoi, le fonds fiduciaire pour l'entretien de la maison deviendra entièrement accessible à votre grâce. » Un silence s'installa entre eux, comme une pièce où personne ne voulait entrer le premier. Une femme, une jeune femme, votre grâce. Les avocats notent qu'elle a des références considérables. Et Madame Ida Voss d'Édimbourg en dit le plus grand bien. Le duc se détourna de la fenêtre. Son expression à ce moment-là n'était pas de la colère. La colère était trop chaleureuse pour ça. C'était quelque chose de plus froid. Un rejet avant même l'arrivée. Un jugement fondé sur une catégorie, pas sur une personne. Fenn savait qu'il s'était habitué à ce genre de certitude. C'était l'héritage d'un certain type d'homme. Le genre qui se transmet dans les grandes maisons comme un courant d'air à travers une mauvaise vitre. Ce n'est pas ressenti comme de la cruauté par celui qui le porte en lui, seulement par ceux qui se trouvent sur son chemin. « Donnez-lui 2 mois, dit le duc. Il n'y avait pas exactement de la cruauté dans sa voix, mais quelque chose d'assez proche pour que la cruauté puisse l'emprunter sans se présenter. 2 mois. Ensuite, soit elle admettra que la tâche la dépasse, soit elle trouvera une autre raison de partir. Dans tous les cas, je serai débarrassé de l'obligation du codicille, et nous pourrons procéder avec les avocats
par les voies habituelles. Fenn ne dit rien. C'était un homme qui avait compris depuis longtemps que son silence faisait partie de l'architecture de cette maison. Un silence porteur, jamais décoratif. « Veillez à ce qu'on lui donne les chambres de l'aile est », ajouta le duc en se dirigeant vers son bureau. « Celle au-dessus du jardin, celle sous le toit qui fuit, ne dit pas Fenn. » Il inclina simplement la tête et attendit d'être seul dans le hall. Puis il regarda le plateau d'argent dans ses mains et l'endroit où la lettre avait été. Il s'autorisa 3 secondes d'une expression que son visage ne portait jamais en public, quelque chose entre l'inquiétude et la curiosité, comme le début d'une question pour laquelle il n'avait pas encore de mots. Il était au service de Vanley depuis l'âge de 23 ans. Il avait servi le 4e duc, le père de ce duc, et il avait appris au cours de ce service une forme particulière de silence, le silence d'un homme qui voit clairement ce qui se passe autour de lui, et qui n'a aucun moyen autorisé de le dire. Il avait gardé ce silence à travers de nombreuses épreuves. Il le gardait maintenant. Il posa le plateau, redressa les épaules, et alla s'occuper des chambres de l'aile est. Mais il y avait quelque chose dans le ton du duc, dans cette assurance particulière, ce « donnez-lui 2 mois ». Si l'on écoutait attentivement, ce n'était pas du tout de la certitude. C'était le son d'un homme qui n'avait pas encore entendu ce qui approchait, et qui ne comprendrait pas avant un certain temps que l'arrivée avait déjà commencé. Elle arriva le 25 novembre comme promis. Cela signifiait que Fenn avait eu 15 jours pour préparer les chambres de l'aile est. Il les avait préparées à un niveau qu'il considérait personnellement comme honteux, mais c'était le mieux que les moyens actuels de la maison pouvaient offrir. Une grille de cheminée balayée, du linge frais, une lampe à huile qui fonctionnait bien, et une fenêtre qui avait été remastiquée au printemps précédent. Mais elle vibrait encore quand le vent du nord contournait la cour. Il se tenait dans l'allée avec 2 jeunes valets de pied. C'étaient des frères, les garçons Pell, âgés de 17 et 19 ans. Ils avaient tous 2 tendance à retenir leur souffle quand ils étaient nerveux. Il regarda la voiture de location remonter l'avenue bordée de hêtres. Elle descendit sans aide. Ce fut la première chose que Fenn remarqua. Le cocher s'avança pour lui offrir sa main, mais elle était déjà sur le gravier avant qu'il n'ait fini son geste. Pas avec la vivacité de quelqu'un qui veut prouver quelque chose, mais avec l'aisance de quelqu'un qui n'a tout simplement pas besoin de cette pose. Elle avait peut-être 26 ans, mais elle se tenait d'une manière qui rendait l'âge un calcul futile. Elle portait un manteau de laine sombre, pratique et de bonne facture. Elle avait une sacoche en cuir sur une épaule, et un chapeau plat à large bord que le vent tenta immédiatement d'emporter. Elle le maintint en place d'une main, sans ralentir son pas ni détourner son regard. Son regard avait déjà jaugé la façade de la maison d'un seul balayage. Un balayage qui n'avait pas duré plus de 3 secondes, et qui ne livrait aucune de ses conclusions. Elle s'arrêta devant Fenn et le regarda avec des yeux gris. Des yeux qui étaient, comme il l'écrirait plus tard à sa femme, dans une lettre jamais envoyée, comme un deuil clair. Pas encore chaleureux, mais plein de la promesse d'une chaleur à venir. « Monsieur Fenn, dit-elle. » Ce n'était pas une question. « Mademoiselle Ashworth, bienvenue à Vanley. » Elle jeta un coup d'œil à la maison par-dessus son épaule. Son regard se porta sur l'aile est, sur la partie du toit au-dessus de la galerie des portraits, là où l'ardoise avait glissé, laissant une plaie béante de bois exposée. Puis son regard descendit vers le mur sud de la cour du jardin. La maçonnerie s'effritait à la base du 3e pilastre. Enfin, il se posa sur la fenêtre qui lui avait été assignée. Son cadre remastiqué était déjà visible à une dizaine de mètres, se distinguant de l'original. Elle ne dit rien de tout cela. Elle se tourna simplement vers Fenn avec une expression parfaitement maîtrisée et dit « J'aimerais commencer par les comptes. » À l'intérieur, 13 pièces avaient été fermées depuis la mort de la mère du duc. À l'intérieur, 3 cheminées n'avaient pas été ramonées depuis le gouvernement précédent. À l'intérieur, il y avait une cuisinière qui avait été mal réparée par un homme du village l'été d'avant. Elle produisait maintenant une chaleur que la cuisinière, Madame Partridge, décrivait comme irrégulière et malveillante. À l'intérieur, le toit au-dessus de la galerie des portraits fuyait. L'eau s'infiltrait dans le plafond en plâtre en dessous. Fenn avait cartographié les fuites sur une feuille de papier avec de petites croix soignées, comme un champ de tombe. À l'intérieur, la maison qui avait autrefois abrité 40 domestiques fonctionnait maintenant avec 11, dont 3 étaient trop âgés et 2 trop jeunes. Et tous étaient loyaux,
de cette manière particulière des gens qui n'ont pas d'autre choix immédiat. La maison n'était pas officiellement en ruine, mais selon toute évaluation honnête, elle en était très proche, et elle le savait. Les vieilles maisons savent toujours. Cecily Ashworth passa sa première soirée dans la chambre de la gouvernante, avec une lampe et 3 ans de livres de comptes étalés devant elle. Elle n'en sortit qu'après minuit, et quand elle le fit, ce fut seulement pour demander au valet de nuit s'il y avait du thé, et si le potager produisait encore. Il lui parla du thé. Il n'était pas sûr pour le potager. Elle le remercia avec une gravité qui lui donna l'impression d'avoir fait quelque chose de bien plus important que de répondre à une question sur des légumes. Puis elle retourna dans la pièce. La lumière sous la porte brûla jusqu'à 2 heures du matin. Elle était là quand Fen arriva à 6 heures. Elle n'avait pas l'air d'avoir dormi. Elle semblait plutôt avoir utilisé les heures passées à résoudre un problème. Comme un forgeron applique la chaleur, patiemment, avec une compréhension claire de ce qui était requis à la fin. Sur la table devant elle se trouvaient les livres de comptes, maintenant fermés et empilés dans un ordre particulier qu'elle avait conçu. Pas chronologique, mais thématique, groupés par type de dépenses. À côté, une tasse de thé froid qu'elle avait clairement oubliée, et une bougie presque consumée dans son bougeoir. Et la liste. La liste avait été écrite d'une main petite, précise et parfaitement lisible. Elle couvrait les 2 côtés de 4 feuilles de papier, et elle était organisée non pas par pièce ou par saison, mais par urgence, parce que la maison perdrait si la chose en question n'était pas faite avant que l'hiver ne s'installe. Et la logique de cette organisation était si manifestement correcte que Fen dut la regarder un instant, puis détourner les yeux, non pas parce qu'elle était incompréhensible, mais parce qu'elle était le contraire. C'était la chose la plus claire qu'il ait vue en 3 ans de gestion de la lente détérioration de cette maison. Et cette clarté était presque douloureuse. La gouttière est de la maison principale, dit-elle sans préambule. Si elle cède cet hiver, et les comptes d'octobre suggèrent qu'elle a failli le faire l'année dernière, nous perdrons le mur et de la bibliothèque à cause de l'humidité. Depuis combien de temps se détache-t-elle de la façade? Fen songea à lui dire qu'il n'était pas certain. Il se rendit compte qu'il ne voulait pas être imprécis avec elle. Depuis l'été d'avant, dit-il, et aucune réparation n'a été autorisée. Aucune réparation n'a été autorisée. Elle écrivit quelque chose sur sa liste. Pas le fait lui-même. Elle avait les comptes. Elle l'avait déjà noté. Mais autre chose, une décision, soupçonna Fen. Il regarda sa main se déplacer sur le papier avec cette assurance particulière, et il ressentit pour la première fois depuis des années la sensation étrange d'être en présence de quelqu'un qui avait l'intention de faire ce qu'il disait. Ce n'était pas une sensation qu'il s'attendait à ressentir à nouveau à Vanley. Il avait, sans s'en rendre compte, cessé de l'attendre. « J'aimerais rencontrer le personnel cet après-midi, dit-elle, après avoir parlé avec Madame Partridge de la cuisinière. Et je devrais voir le toit. Le toit de la galerie des portraits n'est pas sûr. Oui, j'imagine. J'aimerais quand même le voir. » Elle leva les yeux vers lui alors, et ses yeux gris étaient tout à fait stables. « Je ne suis pas ici pour 2 mois, Monsieur Fen. » Il ne lui avait pas parlé des 2 mois. Il n'en avait parlé à personne. Il la regarda un moment, un long moment. Le genre de moment qui contient plus qu'un simple instant. Puis il hocha la tête une fois, lentement, et alla dire au personnel de cuisine que Mademoiselle Ashworth allait descendre. Il y avait quelque chose dans sa façon de se déplacer dans la maison cette première semaine que Fen ne pouvait pas nommer immédiatement. Elle ne se pressait pas. Elle n'était jamais visiblement occupée, à la manière des gens qui veulent paraître indispensables. Elle était simplement présente, toujours, comme le temps qu'il fait est présent, ne demandant pas d'attention, mais indéniable et affectant tout ce qu'elle touchait. Elle parcourut chaque couloir. Elle ouvrit chaque pièce fermée, se tenant sur le seuil et regardant avec ce regard scrutateur, sans toucher, sans encore cataloguer à voix haute, mais recevant comme si la maison lui disait quelque chose, et qu'elle la laissait finir sa phrase avant de répondre. Elle monta sur le toit de la galerie des portraits le 3e jour, accompagnée de Fen et de l'aîné des garçons Pell, qui avait été chargé de porter sa sacoche. Il passa toute la montée dans un état d'alarme contenu qui s'exprimait principalement par sa respiration. Elle s'accroupit près de la section endommagée. Elle passa sa main le long de l'ardoise glissée. Elle regarda l'angle des chevrons en dessous, et elle dit, sans s'adresser à personne en particulier, 12 ans de négligence, peut-être 14. Puis, après un silence, on peut le sauver. Le garçon Pell regarda Fen.
Fenn regarda l'ardoise. Il réalisa qu'en 3 ans à regarder ce toit, il ne s'était jamais permis de penser en ces termes, qu'il pouvait être sauvé. Il n'avait fait que cataloguer la progression des dégâts, de la même manière qu'on note les étapes d'une maladie qu'on a décidé être en phase terminale. La maladie avait progressé. Il avait noté. Elle n'avait pas décidé que c'était terminal. Maintenant, avant de découvrir ce que Cecily Ashworth a bâti à Vanley, et avant d'arriver à ce qu'elle avait enterré et ce que la maison attendait de révéler, prenez un instant, si ce n'est pas déjà fait, pour vous abonner à cette chaîne. Raconter ces histoires demande beaucoup de soin, et savoir que vous êtes là rend ce travail gratifiant. Et maintenant, retournons à Vanley. Ce que Cecily Ashworth était avant toute autre chose, c'était la petite fille de Thomas Ashworth. Il avait été le garde-chasse en chef de Vanley pendant 38 ans, sous le père du 4e duc, Edmund Hartwell. Et il était mort au service de cette maison, endetté, à l'âge de 61 ans, d'une maladie pulmonaire dont son employeur avait refusé de payer le traitement, au motif que le coût était, selon les termes précis du refus, disproportionné par rapport aux bénéfices. Thomas Ashworth avait cru pendant la majeure partie de sa vie d'adulte que la maison qu'il servait était une bonne maison. Il avait entretenu ses terres, ses réserves de gibier et ses eaux poissonneuses avec une dévotion qui était, à sa manière, une forme d'amour. Il y avait élevé sa fille, dans la maison du garde-chasse, près du grand étang. Et sa fille y avait élevé sa propre fille. Ou du moins, elle avait commencé, jusqu'à l'expulsion qui survint 6 mois après la mort de Thomas Ashworth. Le 4e duc de Vanley, peu enclin à continuer une location de faveur pour une veuve et son enfant, leur avait donné 15 jours pour quitter les lieux. Et il avait appelé cela de la générosité que ces 15 jours ne soient pas une semaine. Cecily avait 9 ans. Elle se souvenait de l'étang. Elle se souvenait de la façon dont la lumière du matin traversait l'eau en hiver, fine, argentée et spécifique. Aucune lumière qu'elle avait rencontrée depuis n'avait jamais été aussi particulière que celle-là. Elle se souvenait de son grand-père marchant le long du mur d'enceinte avec sa canne, son souffle dans l'air froid, son examen lent et fidèle de tout ce dont il avait la charge. Elle se souvenait du mot qu'il utilisait pour cela, le vieux mot pour la ronde quotidienne d'un gardien. Il appelait ça sa lecture de la terre. Il croyait, pensait-elle, que les lieux pouvaient être entendus si l'on écoutait assez attentivement, et que l'écoute était la première obligation de l'intendance. Elle avait écouté Vanley dès l'instant où elle avait remonté cette allée. Elle l'avait entendu clairement. Son cou, son chagrin, sa beauté extraordinaire et gaspillée, son potentiel patient et abusé. Et elle avait commencé à formuler, avec l'instrumentalité précise de quelqu'un qui planifie une chose depuis très longtemps, la réponse. Le 5e duc devait remercier, ou maudire, le codicille du testament de son oncle Reginald pour sa présence. Le vieux Lord Reginald Hartwell avait été, de l'avis de tous, un homme d'une clarté éthique inhabituelle dans une famille peu réputée pour cela. Et il avait su, dans sa dernière année, que Vanley était en train de décliner. Il avait aussi su, par des canaux que Cecily avait mis 5 années de patience à atteindre, une partie de l'histoire des Ashworth, et une partie de la conduite de son frère dans l'affaire de l'expulsion et de l'allocation médicale refusée. Il ne pouvait pas défaire le passé. Il ne pouvait pas ressusciter Thomas Ashworth, ni rendre à la veuve sa maison près de l'étang, ni redonner à l'enfant la lumière particulière de ses matins d'hiver. Ce qu'il pouvait faire, c'était concevoir un avenir dans lequel la femme la mieux qualifiée pour restaurer Vanley, et avec la prétention la plus honnête de le comprendre, se verrait donner l'autorité et le temps de le faire. Il avait chargé ses avocats de trouver Cecily Ashworth. Il avait rédigé le codicille avec le langage prudent d'un homme qui comprenait que les documents juridiques, comme toute architecture, doivent être construits pour résister à la pression, de l'extérieur comme de l'intérieur. Et il était mort en septembre, 2 ans plus tôt, avec, selon son valet, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la satisfaction. Cecily avait lu le codicille et avait pleuré une fois, en privé, pour le vieil homme qu'elle n'avait jamais rencontré, qui avait essayé de réparer ce qu'il n'avait pas causé. Mais elle ne s'était pas arrêtée. Elle avait pleuré pour son grand-père aussi, et pour sa mère qui avait vécu le reste de ses années dans une chambre louée à Chesterfield, et qui n'avait jamais parlé de Vanley, sauf comme d'un lieu qui avait autrefois existé. Comme les gens parlent d'un pays où ils sont nés
et qu'ils ont été forcés de quitter. Sa mère était morte quand Cécilie avait 19 ans. Elle ne lui avait pas dit, en toutes lettres, de revenir. Mais elle avait gardé dans une boîte sous son lit un petit bocal en verre de terre du jardin de la maison près de l'étang. Cécilie l'avait trouvé en vidant la chambre, et elle l'avait compris comme l'instruction qu'il était. Elle rangea le codicille et le bocal de terre dans sa sacoche et commença ses préparatifs. Elle avait étudié l'architecture domestique et la gestion de maison sous la direction de Madame Ida Voss à l'Institut d'Édimbourg. Une femme d'une intelligence pratique légendaire qui avait restauré 2 grandes demeures écossaises de la ruine et qui avait des opinions sur le mortier de chaux qui approchait le théologique dans leurs convictions. Elle avait passé un hiver à York à examiner un projet de restauration pour une terrasse géorgienne délabrée. Apprenant le vocabulaire des drainages défaillants et des menuiseries défaillantes, et les étapes précises par lesquelles un bâtiment passe de négligé à en danger, puis a disparu. Elle avait passé un été dans le Somerset, apprenant le langage particulier des toits en plomb qui fuient, avec un homme nommé Greer, qui grimpait dessus depuis avant sa naissance, et qui pouvait lire un toit comme son grand-père avait lu la terre. Pas seulement son état actuel, mais son histoire et son avenir probable. Elle avait économisé de l'argent rigoureusement pendant des années. Pour le coût des matériaux, qu'elle savait que les comptes de la maison ne pourraient pas supporter au début. Elle avait un contact parmi les quincailliers de Sheffield qui lui devait une faveur professionnelle. Il avait accepté de maintenir des tarifs préférentiels pour le jour où elle en aurait besoin. Elle avait un cousin qui était un plâtrier d'une qualité exceptionnelle, travaillant à Derby. Un homme dont la patience avec les plafonds endommagés était, dans son métier, une sorte de légende. Elle avait des lettres, soigneusement conservées et périodiquement renouvelées, de 3 maîtres artisans. Ils avaient accepté d'entreprendre les travaux à Vanley à des tarifs qui reconnaissaient l'importance historique de la maison, sans exiger l'impossible de ses comptes épuisés. Elle n'avait rien fait de tout cela à la légère. Elle n'avait rien fait de tout cela rapidement. Elle l'avait fait comme son grand-père avait parcouru ses murs d'enceinte, méthodiquement, fidèlement, avec une vision à long terme, et avec la compréhension que ce que l'on préserve importe plus que le rythme de la préservation. Le duc la rencontra officiellement le 2e jeudi de décembre, 5 semaines après son arrivée, dans le bureau qui avait été celui de son père, et qui conservait, dans son cuir et sa qualité particulière de poussière déposée, un léger air de mémorial. Il était assis derrière le bureau, les mains à plat sur sa surface, à la manière d'un homme qui sait que le bureau lui donne un avantage et qui souhaite le rendre visible. Cécilie était assise en face de lui, sur la chaise délibérément un peu plus basse que la sienne, un arrangement de mobilier qu'elle avait immédiatement remarqué, et qu'elle avait décidé, après un quart de seconde de calcul, d'ignorer complètement. Elle posa sa liste sur le bureau entre eux et ne la préfaça de rien. Le duc regarda la liste. Il la regarda longtemps sans la toucher. « C'est, dit-il enfin, beaucoup. »« Oui, dit-elle. La gouttière est seule et gérable si on s'en occupe avant janvier. J'ai le devis du quincaillier. » Elle plaça le devis à côté de la liste. « C'est moins que ce que vous pourriez attendre, car j'ai un accord préalable avec l'entreprise en question. Ils ont maintenu le tarif pendant 18 mois. » Un silence. Il prit le devis, le reposa. Le toit de la galerie des portraits. Mon cousin peut commencer au début du printemps, quand le temps permettra l'échafaudage. Le coup est ici. Un autre papier placé à côté du premier, avec la même délibération tranquille. Le plâtrier avec qui il travaille a fait la restauration du plafond à Hallmore l'hiver dernier. Si vous êtes allé à Hallmore, vous aurez vu le résultat. Je ne suis pas allé à Hallmore. C'est un bon plafond, dit-elle simplement. Elle n'élabora pas. Elle attendit. Il la regarda alors, vraiment, pour ce que Fenn, qui était présent dans la pièce à la manière des bons majordomes, c'est-à-dire invisiblement et avec une attention absolue, crut être peut-être la première fois. Il y avait quelque chose sur le visage du duc qui ne pouvait pas encore être nommé. Un léger changement. Le plus petit ajustement d'une expression figée. Comme si un cadre contenant une image fixe avait très légèrement bougé sur le mur, et ce qu'il contenait n'avait pas changé, mais était maintenant sous un angle légèrement différent par rapport à la lumière. Et la lumière à cet angle révélait quelque chose qui n'était pas visible auparavant. « La cuisinière, dit-il, peut être corrigée d'ici la fin de la semaine. L'homme qui l'a réparée précédemment a mal lu l'alignement du conduit.
C'est une erreur courante sur ce modèle de cuisinière, et simple à inverser. Elle marqua une pause précise, pas dramatique. La pause de quelqu'un qui laisse une information s'installer avant d'en ajouter. Madame Partridge est une très bonne cuisinière. Elle travaille avec une cuisinière défaillante depuis plus d'1 an. Je soupçonne que vous n'avez pas goûté ce qu'elle peut produire à pleine capacité. Quelque chose traversa son expression. Fenn resta très immobile. Il était tout à fait certain, et le resterait pour le reste de sa vie professionnelle, que ce dont il était témoin dans cette pièce n'était pas le début d'une négociation, c'était le début d'une reconnaissance. Une personne devenant lentement visible pour une autre. Une longue surface froide commençant, sous le poids soutenu des preuves, et la qualité particulière d'attention que cette femme portait à tout ce sur quoi elle posait les yeux, à conduire la chaleur. Le duc autorisa 3 des éléments de sa liste cet après-midi-là. Il ne les autorisa pas avec grâce. Il les autorisa à la manière d'un homme qui a constaté, contre ses préférences déclarées, que la logique devant lui est inattaquable, et qui n'est pas encore tout à fait prêt à concéder que la logique est aussi correcte, mais il les autorisa. Fenn raccompagna Cécilie à la chambre de la gouvernante ensuite. Il la regarda ajouter 3 petites coches à sa liste, 3 sur 17, et il comprit, à la fermeté avec laquelle elle faisait ses marques, que 17 n'était pas un découragement pour elle, mais simplement l'état actuel d'un compte en cours, à régler point par point, en son temps, au rythme que les circonstances permettraient. La maison commença à changer, pas de façon spectaculaire. Elle ne changerait jamais de façon spectaculaire, sous la direction de Cécilie Ashworth, car elle ne croyait pas au drame comme méthode d'amélioration, seulement comme symptôme de choses laissées trop longtemps sans réponse. Elle changea comme un corps se rétablit de l'intérieur, lentement, dans l'ordre des choses nécessaires, dans la restauration de la fonction de système qui avait silencieusement cessé de fonctionner. La cuisinière fut corrigée le vendredi suivant la réunion. Madame Partridge produisit le samedi soir un rôti qui émut discrètement le jeune valet de pied. Et que le duc mangea sans commentaire, mais qu'il finit entièrement. Ce que ceux qui le connaissaient comprirent comme le plus grand des compliments. La gouttière fut réparée avant les fortes gelées de janvier, et le mur de la bibliothèque resta sec pendant 15 jours de pluie. Une pluie qui, l'année précédente, aurait produit 3 seaux sur le sol et une tache s'étendant sur les étagères inférieures. Les pièces fermées furent aérées et évaluées une par une, selon un calendrier que Cécilie tenait avec la même précision qu'elle apportait à tout. Certaines nécessitaient des travaux importants. 2 d'entre elles, toutes 2 dans le couloir nord, dissimulaient derrière leurs portes verrouillées une collection de meubles. Des meubles qui avaient été répertoriés comme perdus ou éliminés dans les comptes du domaine 4 ans auparavant, et qui étaient en fait d'une valeur considérable. Cécilie le nota dans un addendum au compte, avec une neutralité qui portait en quelque sorte plus de poids que n'importe quelle accusation directe n'aurait pu le faire. Elle ne se battait pas à fin avec le duc. Elle ne discutait pas, ne faisait pas campagne, n'apportait pas de sentiments dans le bureau. Leurs réunions devinrent hebdomadaires en janvier et bi-hebdomadaires en février, à mesure que l'élan des travaux exigeait une autorisation plus régulière. Elle apportait des plans, elle apportait des devis, elle apportait le témoignage de ses artisans en langage simple et la preuve visible de ce qui était déjà fait. Et elle laissait les preuves parler, avec la patience de quelqu'un qui a compris depuis longtemps que la vérité n'a pas besoin de plaidoyer. Elle a seulement besoin d'une ligne de mire claire et de suffisamment de temps. Le duc regarda le mur de la bibliothèque, sec après son test le plus difficile, et ne dit rien. Mais il autorisa le toit de la galerie des portraits, et ne dit rien à ce sujet non plus. Il écrivit seulement son nom au bas du document pertinent, avec la même main contrôlée qu'il mettait à tout. Et quand Fenn le remercia au nom de la maisonnée, le duc dit simplement « Veillez à ce que ce soit bien fait ». Ce fut bien fait. Le cousin de Cécilie arriva en mars avec son plâtrier et 3 apprentis. Et pendant 6 semaines, la galerie des portraits résonna de travaux minutieux. Les ancêtres de la famille Hartwell furent temporairement déplacés dans le bureau. Un bureau qui lui-même changeait déjà de caractère par petites touches. Ses portes restaient ouvertes plus souvent qu'auparavant. La lumière des fenêtres sud était maintenant admise plus loin à l'intérieur de la maison, comme si les pièces apprenaient très lentement qu'elles n'avaient pas à être scellées les unes contre les autres. Elle trouva les lettres en avril.
Elle se trouvait dans le deuxième tiroir du bureau de l'intendant, dans le bureau du domaine, une pièce qu'elle avait réclamée comme son propre espace de travail en janvier. Ayant passé ses 2 premiers mois au bureau de la gouvernante et le trouvant inadéquat pour l'échelle de ce qu'elle gérait maintenant. Le bureau avait appartenu à l'intendant précédent du domaine. Il avait quitté le service de Vanley 4 ans plus tôt, dans des circonstances que le personnel restant ne décrivait qu'obliquement, avec une sorte de malaise qui indiqua à Cécilie que le départ n'avait pas été entièrement volontaire. Elle avait systématiquement examiné son contenu depuis qu'elle avait pris la pièce, cataloguant, jetant ce qui était obsolète, archivant ce qui ne l'était pas. Le deuxième tiroir était coincé depuis janvier. Elle l'avait laissé et y était revenue 2 fois. Et un mardi après-midi d'avril, elle parvint enfin à l'ouvrir avec un coupe-papier et une patience qu'elle possédait en grande quantité. À l'intérieur, une liasse de correspondance, nouée d'un ruban vert, portant le sceau du 4e duc de Vanley. Le nom de son grand-père était sur la première enveloppe. Elle resta assise très immobile pendant un moment. La lumière traversait les fenêtres sud du bureau du domaine en longues barres d'avril, traversant le bureau, réchauffant le vieux bois. Quelque part dehors, les étourneaux qui étaient revenus dans l'orme commençaient leur bruit du soir. 1 minute passa, puis 2. Elle prit conscience de ses mains, très à plat sur la surface du bureau, de chaque côté de la liasse, et elle ne fit aucun mouvement pour les changer. Elle défit le ruban. Les lettres étaient du 4e duc à son intendant, l'employeur direct de son grand-père. L'homme responsable des paiements du domaine, des contrats de location et de l'administration de toute allocation médicale que le duc choisissait d'autoriser pour son personnel. Elle documentait, de la propre main du duc, une décision prise l'hiver de l'année précédant la mort de Thomas Ashworth. Une décision de mettre fin à l'accord médical qui avait payé ses traitements, au motif que, ici dans l'écriture sèche et méticuleuse du duc, les années de service productif de l'homme sont substantiellement terminées, et le coût de la continuation n'est pas compatible avec les priorités actuelles du domaine. Il y avait une deuxième lettre, datée de 6 mois plus tard. Elle autorisait le retrait de la location de faveur à la veuve et à l'enfant. Le langage de la deuxième lettre était bref. Il n'y avait aucune complication. C'était le langage d'un homme pour qui la veuve et l'enfant étaient une affaire administrative, et qui ne voyait aucune raison de les traiter autrement. Elle lut les 2 lettres 2 fois, puis elle les posa devant elle très soigneusement et plaça ses mains à plat à côté d'elle. La lumière se déplaça sur le bois. Dehors, les étourneaux continuaient leur bruit, indifférents et vivants. Et totalement inconscient du silence à l'intérieur de la pièce. Elle savait en gros ce que les lettres contiendraient. Elle était venue à Vanley en le sachant. Mais savoir une chose et la lire de la main originale ne sont pas la même chose. Savoir est une idée. Lire est un événement. L'écriture du 4e duc ressemblait beaucoup à celle de son fils. La même inclinaison contrôlée, la même précision angulaire. Elle était consciente d'un sentiment qui avait vécu dans sa poitrine depuis si longtemps qu'elle avait cessé de le nommer, et qui maintenant, face à sa confirmation écrite, s'étendait très lentement, comme une respiration retenue, enfin et complètement relâchée. Pas le triomphe, rien d'aussi net que le triomphe. Quelque chose de plus ancien et de plus compliqué. La chose que le chagrin devient quand il a attendu très longtemps, et qu'il a enfin trouvé la forme exacte de ce pourquoi il a toujours été en deuil. Et la forme est plus petite que le chagrin, et plus ordinaire, et plus terrible pour son ordinaire. 2 lettres, un ruban vert, la main claire d'un homme refusant de dépenser de l'argent pour une vie, parce que la vie ne produisait plus assez de retour. Elle mit les lettres dans sa sacoche. Elle termina le travail de l'après-midi. Elle alla dîner avec le personnel et mangea son repas. Elle parla avec Madame Partridge du potager, qui produisait ses premières pousses de l'année, des laitues précoces et de la ciboulette qui s'était ressemée le long du mur sud. Elle était déjà épaisse et sombre, profitant au maximum du soleil d'avril. Et avec l'aîné des garçons pelles, de la charnière de la porte de la bibliothèque, qui avait besoin d'attention depuis février. Elle parla avec le plus jeune des garçons pelles. Il avait récemment, et sans annonce, commencé à s'intéresser personnellement à l'état des allées du jardin, les ratissant le matin avant que quiconque ne le demande. Et elle lui dit que les allées étaient belles. Et elle le regarda recevoir cette information avec la gratification transparente et soigneusement réprimée de quelqu'un de très jeune, qui a fait une bonne chose,
et a été vue en train de la faire. Elle ne parla à personne de ce qu'il y avait dans sa sacoche. Elle avait décidé que cela pouvait attendre. Elle avait décidé que cela pouvait attendre. Pendant 5 ans, en abstrait. Et elle se découvrit capable de le décider pour quelques mois de plus, en particulier. Ce qu'elle avait l'intention de faire avec les lettres n'était pas une vengeance. Elle n'avait jamais voulu de vengeance. C'est une chose courte, satisfaisante à la manière d'un feu qui brûle vite et ne laisse que des cendres froides, et qui ne change rien à la maison qu'il brûle. Ce qu'elle voulait, c'était un règlement de compte, un vrai, mené en plein jour entre 2 personnes qui comprenaient toutes 2 le poids total de ce qui se trouvait entre elles. Et pour que ce règlement de compte ait un sens, pour qu'il soit autre chose qu'une accusation rencontrée par un déni, ce qui aurait été pire qu'aucun règlement de compte du tout, elle avait besoin que le duc soit suffisamment avancé dans le travail de cette maison, pour qu'il ne puisse pas rejeter ce qu'elle lui montrait comme le grief d'une étrangère. Elle avait besoin qu'il ait vu le mur est de la bibliothèque rester sec pendant son pire test hivernal. Elle avait besoin qu'il ait autorisé le toit de la galerie des portraits, sans qu'on lui dise pourquoi c'était important. Elle avait besoin qu'il ait goûté à la cuisine de Madame Partridge à pleine capacité, et qu'il se soit assis en face d'elle 2 fois par semaine pendant des mois, et que, d'une manière intérieure qu'elle n'aurait pas pu spécifier, mais dont elle était entièrement certaine qu'elle était possible, il ait commencé à comprendre quel genre de personne il était vraiment. Elle avait besoin qu'il ait choisi cela, aussi lentement, aussi à contre-cœur que ce soit, avant de lui demander de faire face à ce que son père avait été. Elle attendit. C'est le duc qui la trouva. Ou plutôt, c'est le duc qui trouva le fil qui menait à elle. C'était l'addendum qu'elle avait fait au compte du domaine lorsqu'elle avait catalogué les meubles du couloir nord. L'addendum notait la valeur des articles et leur présence sur le domaine. Et il contenait, de sa petite main précise, une référence croisée à une divergence dans les comptes de 4 ans auparavant, où ces articles avaient été enregistrés comme éliminés, et une note indiquant que la divergence n'avait pas encore été entièrement examinée. Il avait examiné les comptes trimestriels, une habitude qu'il avait reprise avec une régularité croissante, soupçonnait-elle. Parce que les comptes étaient maintenant, pour la première fois depuis plusieurs années, quelque chose qu'il pouvait lire sans cette sensation particulière de chute. Et il avait remarqué la référence, et avait demandé à Fenn, et Fenn l'avait amené au bureau du domaine où Cécilie travaillait, un mardi matin de mai. Elle leva les yeux de son bureau et vit son visage, et elle comprit aussitôt que le moment pour lequel elle avait été patiente était arrivé. Elle plaça les lettres sur le bureau entre eux sans préface, comme elle plaçait tout entre eux, simplement, carrément, sans ornementation et sans délai. Il resta très immobile. Il regarda les sceaux, il regarda l'adresse sur la première enveloppe. Thomas Ashworth, garde-chasse en chef, puis son visage, puis de nouveau les lettres. Et quelque chose se produisit dans son expression, quelque chose pour lequel Fenn, debout sur le seuil où il s'était posté sans qu'on le lui demande, n'avait pas de mots. Mais qu'il passerait beaucoup de temps par la suite à essayer de décrire. C'était le regard, écrivit-il finalement à sa femme, d'un homme qui se tenait dans une maison qu'il pensait connaître, et qui a soudain compris pour la première fois que l'un de ces murs n'est pas du tout un mur. Que c'était une porte depuis le début. C'est pour cela que vous êtes venu, dit le duc. Pas une accusation, pas tout à fait une question, plutôt un homme découvrant les coordonnées d'un lieu où il se tenait depuis des mois sans en connaître le nom. En partie, dit-elle. Et l'autre partie? Elle regarda la fenêtre sud, la lumière sur le sol de cette pièce qui avait été autrefois le bureau de l'intendant, où les ordres pour la vie de son grand-père et la location de sa mère avaient été rédigés et envoyés. La maison avait besoin d'être sauvée, dit-elle. C'est aussi vrai. Il regarda les lettres pendant un long moment. Il ne les prit pas. Il les regarda comme un homme regarde un objet qui est à la fois très important et très douloureux, de la manière dont les choses les plus importantes le sont généralement. Ses mains, qui étaient d'ordinaire si contrôlées, s'étaient posées sur le bord du bureau. Et elles le serraient avec une pression qui blanchissait légèrement les jointures, ce signe involontaire qu'elle avait remarqué des mois auparavant, et qu'elle comprenait comme sa version de ce que d'autres personnes exprimaient à voix haute. Il ne dit rien pendant un long moment. La lumière des fenêtres sud traversa la pièce, atteignit le bureau et se posa sur le ruban vert, toujours plié sur sa surface. « Mon père, dit-il enfin. Ce n'était pas une question, c'était une arrivée. Oui. » Un silence.
Alors vous êtes venu ici en sachant cela. Je suis venu ici en sachant ce qu'il a fait, dit-elle. Je suis venu ici sans savoir si vous le saviez ou si vous étiez comme lui. Elle le dit sans agressivité et sans théâtralité, comme un fait qu'elle avait porté pendant de très nombreuses années et qu'elle déposait maintenant au seul endroit où il avait jamais mérité de reposer. Je connais la réponse maintenant. Il resta silencieux pendant un certain temps. Dehors, un pigeon ramier avait élu domicile dans l'orme au-dessus de la cour et faisait son bruit circulaire et patient. Les étourneaux étaient depuis longtemps partis vers le nord. « Que voulez-vous » dit-il enfin. Et c'était, reconnut-elle, une véritable question. Pas une préparation à un coup, mais une véritable ouverture. La question d'un homme qui a complètement épuisé ses certitudes antérieures et qui se tient, peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années, à l'air libre. Elle le regarda fixement. « Je veux, dit-elle, que le mur du potager soit réparé avant l'été. La section sud est en train de céder au niveau des fondations et elle ne survivra pas à un autre hiver intact. Je veux que le reste des meubles du couloir nord soit correctement catalogué et que le produit de toute vente soit affecté aux réparations des fenêtres de la bibliothèque qui ne peuvent pas attendre après l'automne. Je veux un examen approfondi des contrats de location des cottages restants du domaine, car pas moins de 3 d'entre eux ne respectent pas la norme de base des conditions habitables. Je ne mettrai pas mon nom sur des comptes qui traitent les gens comme votre père a traité les miens. » Elle s'arrêta. Il n'avait pas bougé. Il la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui auparavant. Pas l'évaluation contrôlée, pas le rejet glacial des premières semaines, mais quelque chose de plus calme, de plus intérieur, de plus honnête. Le visage d'un homme qui vient de comprendre toute l'étendue de l'endroit où il se trouve et comment il y est arrivé. « Est-ce tout » dit-il. Ce n'était pas une question. « Pour l'instant » dit-elle. Et puis, parce qu'elle était la petite fille de son grand-père, qui avait parcouru chaque limite de sa terre avec lui, et qui comprenait que les choses qui comptent le plus sont généralement les plus simples à dire. « Je veux que la maison vive. C'est ce que j'ai toujours voulu. » Il resta silencieux un long moment, puis il dit, avec une délibération que Fenn reconnaîtrait plus tard comme le son d'un homme prenant une décision qu'il avait l'intention de tenir. « Alors nous veillerons à ce qu'elle le fasse. » Il autorisa les 7 éléments restants de sa liste cet après-midi-là. Il ne le fit pas avec grâce. Pas exactement. La grâce n'était pas encore un registre qu'il avait appris à maîtriser. Mais il le fit de manière approfondie et sans condition. Et il ajouta au bas de l'autorisation d'examen des locations, de sa propre main et sans qu'on le lui demande, une ligne exigeant que l'examen soit terminé avant la fin juin. Et que toutes les réparations nécessaires commencent avant l'automne. Fenn apporta les documents à 4 heures. Le duc signa chaque document avec la même main contrôlée qu'il apportait à tout. Et quand il eut fini, il posa le stylo et s'assit un moment sans parler. Ed Fenn, qui avait 31 ans de service et avait appris la taxonomie précise des silences de son employeur, reconnut celui-ci comme nouveau. Pas le silence d'un homme qui n'a rien à dire, mais le silence d'un homme qui dit en privé quelque chose qu'il ne sait pas encore comment dire à voix haute. Et qui, peut-être pour la première fois, ne le rejette pas. Fenn se retira sans un mot. Il retourna au bureau du domaine et informa Cécilie que tous les documents étaient signés. Elle dit merci sur le ton qu'elle utilisait pour les choses qui étaient en fait très importantes et retourna à son travail. Ed Fenn retourna au sien. Et la maison continua, comme elle continuait depuis novembre. Pas rapidement, pas spectaculairement, mais avec l'intention constante et cumulative de quelque chose à qui on a enfin donné les bonnes conditions pour grandir. Une année passa, et Vanley se réveilla. Elle ne se réveilla pas de façon spectaculaire, pas en un seul matin, avec une lumière dorée inondant chaque fenêtre et la maison entièrement elle-même d'un seul coup. Elle se réveilla comme les choses se rétablissent réellement, lentement et par degrés, la chaleur se propageant vers l'extérieur depuis un centre restauré. La fonction revenant à un système négligé, puis à un autre. La maison réapprenant ce dont elle avait toujours été capable. Le plafond de la galerie des portraits fut achevé fin mai. Son nouveau plâtre lisse et blanc portait le fantôme tracé du motif géorgien original. Et quand Madame Partridge monta le voir, elle s'assit très soudainement sur la chaise la plus proche. Elle pressa le dos de sa main contre sa bouche et ne parla pas pendant près d'1 minute. Le mur du potager fut reconstruit en juin, correctement cette fois.
les fondations refaites avec de la nouvelle pierre et du bon mortier. Et en août, le jardin derrière lui produisait avec une générosité qui dépassait même ce que les archives avaient promis. Des choux, des poireaux, des pois tardifs. Et la variété particulière de haricots grimpants que les plus anciens registres du domaine montraient que Thomas Ashworth avait cultivé dans ces mêmes plates-bandes. Une variété que Cecily avait trouvée grâce à un semencier de Bakewell après près d'1 an de correspondance, et qui poussa fort, d'un vert foncé, s'élevant dans la lumière d'août. Les meubles du couloir nord furent catalogués et évalués. 6 pièces allèrent chez un marchand réputé de Sheffield. Le reste fut restauré par un artisan de Matlock. Il travaillait avec la patience de quelqu'un qui comprenait que les choses entre ses mains n'étaient pas simplement des meubles, mais des archives, des preuves de ce qu'une maison avait été et pouvait être à nouveau. Les fenêtres de la bibliothèque furent reglacées avant les premières gelées d'octobre. Les pièces de l'aile étaient au-dessus du jardin, ses chambres, avec leurs fenêtres qui vibraient, depuis longtemps correctement remplacées, étaient étanches pour la première fois depuis que l'ardoise avait cédé. Les locations furent examinées. 2 familles reçurent des réparations qui étaient attendues depuis longtemps. Une famille reçut en plus des excuses, rédigées sur ordre du duc et livrées par Fenn, qui accomplit ce service avec la gravité qu'il méritait. Le duc changea. Cela se produisit comme la maison changea. Pas d'un coup, pas avec une annonce, mais dans l'accumulation de petites décisions, chacune individuellement banales, et qui, additionnées au fil des mois de cette année-là, aboutirent à quelque chose qui ne l'était pas. Il commença à se promener dans la maison le soir. Pas le circuit formel d'un homme menant une inspection, mais le mouvement sans hâte de quelqu'un qui se familiarise à nouveau avec un lieu dont il avait été absent longtemps, même en y vivant. On le vit dans la galerie des portraits pour la première fois de mémoire de Fenn. Debout devant le portrait du 2e duc, un homme d'un tempérament apparemment joyeux et coiffé d'un chapeau peu pratique, pendant 10 bonnes minutes, un mardi soir de juin, il demanda à Cecily, lors d'une de leurs réunions, comment se portait le haricot grimpant dans le potager. Elle lui dit qu'il était bien en avance sur le calendrier et qu'il avait déjà atteint le 2e fil du support, et il dit que c'était bien, sur le ton d'un homme pour qui c'était réellement bien, pas simplement une politesse. Il prit l'habitude de laisser la porte du bureau ouverte pendant la journée, ce qui n'était pas son habitude. Et la qualité de la lumière dans le hall d'entrée s'améliora considérablement en conséquence. La luminosité orientée sud des hautes fenêtres du bureau était maintenant admise dans l'espace central de la maison pour la première fois depuis des années. Fenn nota tout cela. Il le nota avec la neutralité prudente qu'il appliquait à tout, et n'en dit rien à personne. Mais il écrivit une lettre à sa femme cet automne-là, une vraie cette fois, qu'il envoya réellement, dans laquelle il disait, sans plus d'élaboration, qu'il pensait que Vanley pourrait s'en sortir après tout. Le matin de l'anniversaire de son arrivée, le 25 novembre, exactement 12 mois plus tard, le duc vint au bureau du domaine. Il vint sans Fenn, ce qui était assez inhabituel pour qu'elle lève les yeux en entendant frapper. Et elle attendit un instant avant de dire « Entrez ». Il se tenait sur le seuil d'une manière qu'elle ne l'avait jamais vu occuper auparavant. Sans la formalité prudente, sans l'autorité du bureau entre eux, ni le poids mémoriel du bureau. Il avait quelque chose dans la main. Un petit pot verni dans le bleu profond particulier de la vieille poterie du Derbyshire. Le genre de chose qui est sur le rebord de la fenêtre de quelqu'un depuis un siècle et qui en a l'air, avec une seule bouture plantée dedans, qui n'avait pas encore donné grand-chose. Une petite tige, 3 feuilles étroites inclinées vers la lumière qu'elle pouvait trouver. La suggestion d'une intention plutôt qu'un accomplissement. Du potager, dit-il. Il le posa sur le bord de son bureau avec le soin de quelqu'un qui exécute une action qu'il a réfléchie à l'avance et qu'il souhaite bien faire. Madame Partridge dit que c'est le haricot grimpant. Une pause. Il regarda le pot. Pas elle. La variété de votre grand-père. Elle regarda le pot, les 3 feuilles étroites, ses mains, qui étaient pour une fois simplement là où elles avaient posé la chose, sans leur arrangement contrôlé habituel, incertaines de rester ou de se retirer, et ne faisant aucun effort pour dissimuler l'incertitude. Elle regarda le pot pendant un long moment. « Il faudra le tutorer, dit-elle, quand il grandira. »« Oui, dit-il, j'imagine que la plupart des choses en ont besoin. » Une pause,
pendant laquelle le pigeon ramier dans l'orme de la cour fit son bruit circulaire et fiable. Le même son qu'il faisait depuis avril. Le son de quelque chose qui a trouvé sa place et n'en est pas troublé. Madame Partridge me dit qu'il pourrait atteindre 2,50 m d'ici le milieu de l'été. Elle a peut-être raison, dit Cécilie. La terre dans cette plate-bande est très bonne. Il était toujours sur le seuil. Dehors, la lumière de novembre faisait exactement ce que la lumière de novembre fait toujours dans le Derbyshire. Pesant d'abord, grise, brutale et inhospitalière. Puis, à mesure que la matinée avance et que les nuages se déplacent sur les landes de l'Est, laissant passer quelque part au-dessus de la crête une fine ligne d'or, qui se propage très lentement le long de la colline et à travers la vallée, comme si elle faisait attention à quelque chose de fragile, et savait que la prudence est ce que le moment exige. Elle traversa la cour sous la fenêtre du bureau du domaine pendant qu'il se tenait là. Elle se déplaça sur le sol, atteignit le bureau et se posa sur le pot et les 3 feuilles étroites, de la manière dont la chaleur arrive toujours quand elle vient enfin, sans s'annoncer, sans se donner en spectacle, simplement présente, faisant simplement ce qu'elle fait, transformant ce qu'elle touche sans rien exiger en retour. Tout pousse, lui avait dit son grand-père une fois, au bord du grand étang, dans la lumière argentée d'un matin d'hiver qu'elle avait porté pendant 17 ans. Tout pousse quand ce n'est plus seul. La bouture était encore petite, la maison n'était pas encore entière, les comptes n'étaient pas encore équilibrés et la cheminée sud-est avait encore besoin d'être rejointoyée avant la nouvelle année. Et il y avait encore 2 examens de location à terminer. Et beaucoup de travail qui restait, comme le travail reste toujours dans les vieilles maisons, patient, spécifique, ne demandant que de l'attention et du temps, et la volonté de croire que ce qui est endommagé peut être rendu solide. Mais la bouture était vivante. La maison était vivante. Et quand Cecily Ashworth leva les yeux du pot et de la lumière de novembre, et trouva le duc toujours sur le seuil, toujours, pour une fois, sans l'arrangement prudent, sans la gestion de ce que son visage faisait, simplement debout sur le seuil de sa propre maison, la regardant avec une expression qu'elle reconnaissait, non pas de lui, mais de ce qu'elle avait toujours cru possible en lui, elle constata qu'il n'y avait rien qu'elle ait besoin de dire, et rien qu'il ait besoin de dire. Et que le silence entre eux était pour la première fois non pas le silence d'une porte fermée, mais le silence d'une porte ouverte. Elle ne dit rien, elle n'en avait pas besoin. La maison savait, la lumière savait. Et le petit haricot dans son pot bleu profond, 3 feuilles tendues vers n'importe quelle fenêtre que le matin offrait, savait, de la manière dont les choses qui poussent savent toujours, non par la raison mais par l'inclination, par l'intelligence la plus ancienne et la plus fiable qui soit, que la longue saison froide était terminée et que quelque chose, enfin, commençait. Et c'était